Voilà, si vous me suivez, je fais signe, je fais signe. Bonsoir, je suis très contente de pouvoir échanger avec vous. Suis, euh, je vais me... À vous tous, qu'allez vous connecter, bonsoir. Donc, il est important de vous connecter pour qu'on puisse échanger ensemble, parler ensemble de nos situations. Je vais saluer les premières personnes qui se connectent, qui me feront signe. Je vais vous saluer parce qu'il y a certaines personnes qui ne souhaiteront pas qu'on les cite parfois. Donc, je ne vais pas faire... ah, Princesse Jolie Dao, bonsoir à toi. Je devais me connecter. Franck Badier, mon frère, le seul prince des Gagnois. Salut à toi. Je te salue. Le seul vrai Woody des Gagnois. Je te salue fraternellement. Soumlos, bonsoir. Jerusha Touré, bonsoir. Le journal, quoi. T'as vu, non, Franck? Comment? Je lâche pas le morceau. Donc, vraiment, mes amis, bonsoir à vous. Je teste du côté sur YouTube parce que j'ai quand même des abonnés sur YouTube qui souhaiteraient que je fasse des lives sur YouTube. Donc, effectivement, j'avais voulu faire ce live de mercredi sur YouTube. Et puis, il y a des frères, des sœurs du côté de Yopougon. Donc, vous voyez, c'est paradoxal. Donc, je vais saluer les Gors de Yopougon. Je vais saluer les Soroïstes de Yopougon. Et je vais saluer les citoyens de Yopougon. Donc, il y a des citoyens de Yopougon qui me disent, mais non, la grande sœur, reviens sur Facebook pour nous. Nous, on ne peut pas aller sur YouTube. Je ne dirai pas leur nom, mais je les salue fraternellement. Et puis, il y a des gars qui sont étonnés, qui m'écrivent en inbox, vous disent, mais Gouza, tu es allé sur YouTube, il faut rester sur Facebook. Il dit, ah, donc les gars là, vous êtes sur ma page là, vous venez avec un jus, mais vous aimez m'écouter en réalité. Je salue les gars de Yopougon. Il y a des soroïstes aussi qui disent, mais pourquoi tu es allé sur YouTube? Ah, les Ivoiriens sont maso même. Je vous salue du côté de Yopougon. Je ne vais pas oublier Abobo, je salue Abobo. Je salue du côté du nord, de l'ouest, du centre, du sud, de l'Est. Je salue tous les Ivoiriens et je salue tous les amoureux de la Côte d'Ivoire. Mes amis, bonsoir à vous. Ce soir, nous allons aborder des sujets très importants. Je ne dis pas que les autres sujets ne sont pas importants, mais ce sont des sujets d'actualité politique et sociale. Parce que sachez que tout ce qui concerne la politique touche forcément le social. Des mauvaises décisions politiques ont une répercussion sur la vie de la société, donc des citoyens, des pauvres comme nous. Des décisions, des accords, des deals, des arrangements politiques ont une répercussion sur les citoyens ivoiriens, donc sur les citoyens que nous sommes. Et nous sommes des pauvres citoyens. Nous sommes cette majorité silencieuse qui n'est pas consultée, qui n'est pas écoutée, qui n'est pas entendue. Nous sommes le peuple d'en bas. Eux, ils sont le peuple d'en haut. Ça arrange les deals en haut. Ça fait des accords en haut. Ça fait du business en haut. Ça magouille en haut. Mais nous, en bas, on souffre. Donc, c'est à nous qui sommes ici bas, là. Nous qui touchons la galère, qui touchons la misère, qui avons des factures impayées, qui avons des difficultés à manger 3 repas par jour, qui avons des difficultés à mettre nos enfants à l'école, qui avons des difficultés à nous soigner. C'est à nous d'interpeller les responsables politiques pour dire, hé, vous là-haut, là, vous là-haut, là, descendez sur terre. Nous, on est fatigués. Nous, en bas, on y en a marre. Ici, là, nous, on en a marre. Ça fait 30 ans que ça dure, mes amis. 30 ans que ça dure. Que en haut, ça dit, là. 30 ans que ça dure. Que en haut, il y a du business entre eux. 30 ans que ça dure. Que en haut, il y a des arrangements politiques. Il n'y a jamais d'arrangement social. Les arrangements politiques, ils sont là-haut. Nous, on est en bas. Ça chie sur nous. On est assis, on ne dit rien. À un moment donné, là, il y en a marre. Ça doit s'arrêter. Ce n'est pas une question de militantisme, ni d'appartenance partisane, ou de fanatisme à un personnage politique ou à des personnages politiques. C'est la réalité du peuple, le peuple d'en bas. C'est à nous, citoyens, de prendre la parole et de dire, hé, en haut là, en bas ici, il y en a marre. Donc, mes amis, ce soir, je voulais parler
de tous ces accords. Depuis 30 ans, je dis 30 ans, il y a des accords, des arrangements pour partager les richesses, pour manger entre eux. Mais nous, en bas ici, là, ça chie sur nous, on ne dit rien. Mes amis, il y en a marre. Le peuple en a marre. Donc, à un moment donné, il faut des gens pour parler pour le peuple et pour la majorité. Nous, là, on n'est pas payés. En tout cas, moi, là, je ne suis pas payé par quelqu'un. Je l'ai dit sur ma page Facebook, je ne suis ni FPI, ni RDR, ni RHDP, ni PDCI, ni UDPCI. Je suis une citoyenne. Je suis une femme libre de mes opinions. Je suis une femme libre de mes opinions. Quand ça ne va pas, je dis ça ne va pas. Et là-haut, là, redescendez sur terre. Nous, là, on touche la galère. On voit les gens qui souffrent. On touche la misère. On côtoie la misère au quotidien. Mais vous dealez là-haut, nous, on fait comment? Ça fait 30 ans que ça dure. C'est bon, il y en a marre. Donc, mes amis, c'est bon, il y en a marre, là. C'est de ça que je vais vous parler ce soir. C'est de ça que je vais vous parler ce soir, mes amis. Donc, on va, comme je le dis, chacun est libre de ses opinions. Tu as ta page Facebook, j'ai la mienne. Celui qui a créé Facebook, là, il n'a pas dit, et il y a une page commune, il n'a pas dit ça. Il dit, chacun a son profil. Tu as ton profil, j'ai mon profil. Si tu veux, tu mets Marguerite sur ton profil. C'est ton choix et je le respecte. Je ne vais pas venir sur ton mur pour dire pourquoi tu as mis Marguerite sur ton profil. Tu mets tes posts sur ton profil. Je ne vais pas venir sur ton profil là, pour dire pourquoi tu as écrit ça. Ton profil Facebook là, ta page Facebook là, ce n'est pas pour venir écrire ce qui plaît à Gouza Naounou. C'est exactement pareil aussi sur ma page là. Ce n'est pas pour te plaire que j'ai créé ma page Facebook. Ma page Facebook là, c'est une page d'engagement. C'est une page d'engagement. Je vous ai toujours dit pourquoi j'ai créé Facebook. Je n'étais pas sur les réseaux sociaux. Je participais à la vie politique en France. Mais je n'étais pas sur les réseaux sociaux. Pourquoi j'ai créé ma page Facebook? Je vous l'ai expliqué. Je vais le réexpliquer chaque jour pour que vous compreniez. J'ai créé ma page Facebook pour une raison. Pour une femme que je ne connais pas. Qui s'appelle Nafissatou Diallo du côté des États-Unis. Quand son problème a commencé avec Dominique Strauss-Kahn. Le traitement de l'information. Comment elle était vilipendée. Parce que c'était une femme. Je ne suis pas féministe. Et je ne joue pas dans le côté panafricain. Je n'ai pas apprécié certains responsables politiques en France. Et j'ai échangé avec eux. J'ai mené des débats avec eux. Je n'ai pas apprécié comment ils ont traité Nafissatou Diallo dans les médias et comment ils l'ont caricaturé comme une femme vulgaire. Je dis non. Nous tous là, on connaît Tonton Dodo, comment il fonctionne. Donc cette femme-là, il ne faut pas la vilipender. Et je suis allé sur Facebook pour créer ma page pour la première fois. À cause de cette femme que je n'ai jamais vue. Je ne la connais pas, ne me connais pas. Pour vous dire que chacun est libre de ses opinions. Moi, j'ai ma liberté. On ne me pose pas un choix. À mon âme et conscience, et je traite mes sujets de société. Je traite mes sujets politiques. Si tu penses que mes analyses ne vont pas dans le sens de ta raison, viens me contredire avec des arguments. Prends des arguments de façon intelligente, puis viens me contredire. C'est ce qu'on appelle un débat intelligent. Ça s'appelle un débat d'idées. Mike le régulateur, no problème, il n'y a pas de problème mon frère. Ça s'appelle un débat d'idées. Ça s'appelle un débat d'idées. Si tu penses que Gouza Naounou, ces analyses-là, ça ne te convient pas, viens contredire Gouza Naounou avec des arguments soutenus. Viens débattre avec moi, avec des idées. Mais non des combats d'idées, et non des combats de personnes. Et non la violation. Et non des violences des personnes. Mais non des combats d'idées. On dit on est citoyen, c'est pour ça. Mais je ne vais pas m'attarder dessus, mes amis. Nous allons rester dans le sujet. Je dis... En bas ici, ça deal de trop là-haut. Nous, il y en a marre. Trop de business là-haut. Des accords, des arrangements. Depuis 30 ans, on fait que arrangement, accord. On a signé tous les accords du monde entier. Je peux même dire que la Côte d'Ivoire est le pays
qui a battu le record des accords. La Côte d'Ivoire est le pays qui a battu le record des accords. Même au Rwanda, même il n'y a pas eu accord comme ça là-bas. Il n'y a pas eu accord comme ça au Rwanda. Nous, on a battu le record des accords. Mais malgré ça là, la fracture sociale est là. Malgré ça là, on n'a pas enclenché la réconciliation. Malgré ça là, la paix n'est pas encore effective dans notre pays. Pourquoi? C'est de ça qu'on va parler. C'est de ce pourquoi là. Parce qu'on veut arriver à un semblant de réconciliation. On dit allons-y à la paix, allons-y à la réconciliation. Mais on ne veut pas poser les vrais sujets sur la table. Comment on peut réconcilier si les acteurs eux-mêmes ne se soumettent pas à la décision des citoyens? Comment on peut se réconcilier si les acteurs eux-mêmes méprisent la souffrance des victimes? Comment on peut se réconcilier si les acteurs eux-mêmes ne mettent pas au cœur du processus de réconciliation le citoyen que nous sommes, les familles et les victimes? Il y a un problème. C'est de ça qu'on va parler. Mes amis, ça s'appelle le social. Il y a eu beaucoup d'accords politiques. On a signé tous les accords politiques. Mais jamais d'accord social. Jamais. Qui va me sortir aujourd'hui une signature, on dit on a signé des accords sociaux? Il n'y a pas. C'est accord politique. Accord de Makoussi, accord de Accra 1, accord de Accra 2, accord de Accra 3, accord de Petrovi, accord d'ici, accord ici, jusqu'à accord de Ouagadougou. Bon, ça a envoyé quoi? On a signé tous les accords. Mais des accords-là, est-ce que les citoyens ont une place dans ces accords-là? On se réconcilie. Ce sont les citoyens qui se réconcilient. Ce sont les communautés qui se réconcilient. C'est les communautés qui sont fragilisées. Donc la réconciliation là, elle n'est pas politique. Ce n'est pas aux hommes politiques de se réconcilier. Parce qu'eux, ils sont les acteurs de la fracture sociale. C'est eux les responsables de la fracture sociale. Et cette fracture sociale là a fragilisé les communautés. Qui devons-nous placer? On doit placer qui au cœur du processus de réconciliation? Est-ce que ce sont les acteurs qui doivent être au cœur du processus de réconciliation ou est-ce que ce sont les citoyens? On a tout essayé. Hein. Quand ça ne marche pas là, on n'a qu'à changer. Mes amis, parlons de ça. Donc rapidement, comme d'habitude, on va continuer à faire le live. On va continuer. Parce que comme d'habitude, il y a toujours des petites personnes mal intentionnées. Enfin, les petits rebelles. Il y a toujours des petits rebelles. Rebelles là, ils sont sur les réseaux sociaux. Microbes là, ils sont dessus. Ceux-là ne veulent pas entendre la vérité. Donc quand ils viennent sur ta page là, c'est toujours le comportement de rebelles, le comportement des microbes. Ce comportement des microbes les suivent, même sur les réseaux sociaux. Ils sont dessus. Regardez dans leur écriture, leur manière, leur façon de répondre aux gens. Ce sont des rebelles et des microbes. Ils sont sur les réseaux sociaux. Comportement te suit, même sur Facebook, ça est toi. De toute façon, tu écris là. On sait que tu es microbe ou tu es rebelle. Ça est à eux. Donc mes amis, allons-y. Hein. Mes amis, allons-y. Voilà. Donc là, on est dessus. Hein. Il y a d'un train qui est mort de rire là-bas. Là. Moudedi, connaît. Moukedi. Il dit il est dans le train. Mes amis, je veux qu'on parle des accords. Il faudrait que chaque Ivoirien prenne connaissance des accords. Parce qu'on a très vite oublié. Aujourd'hui, là, les gens sont dans des deals clandestins. Ceux qui étaient clandestins, là, les clandestins commencent à être visibles et ça commence à faire des accords. On est en répartie encore. Hein, ça veut dire les clandestins, là, les noctambules, là, on commence à les voir au grand jour. Et ça commence encore les accords. Ils vont ficeler, c'est comme sorcellerie. Parce que c'est sorcellerie, oh, c'est pas autre chose. Sorcellerie, ils attachent les fétiches là. Ils attachent le peuple. Chacun attache le peuple. Parce que ils doivent continuer à manger, à dealer. Mais le peuple, quand on l'attache à lui, il a quoi dans tout votre accord là? Il a quoi dans votre deal? Qu'est-ce que le peuple a? Qu'est-ce que vous donnez au peuple?
Tout ce que vous dealez là, c'est pour qui? Est-ce que c'est pour nous? Est-ce que c'est pour vous? Avec vos enfants seulement. Ça fait 30 ans que ça dure. Hein. Il y en a marre. Il y en a marre. Ça fait 30 ans que ça dure. Mes amis, allons-y. Je vais commencer. Un instant. Un instant, mes chers amis. Les microbes sont là. Les microbes sont là. Les microbes sont là. Comme je vous ai dit, les microbes sont là. Ils n'aiment pas la vérité. Donc, quand tu parles de ce qui les dérange net, ça fuit. Les microbes sont là. Voilà. Donc, mes amis, continuons. Hein. On va y aller. Comme je vous l'ai dit, on va y aller. Allons-y. En 2002. Allons-y en 2002. En 2002. En 2002. Le 10 octobre. La rébellion de Guillaume Soro prend le nord du pays et une partie de l'ouest du pays. Ça veut dire la rébellion de Guillaume Soro prend 60% du territoire ivoirien. 2002. 10 octobre 2002. Les dates là, chacun peut aller vérifier. Parce que je dis, quand tu viens contredire là, viens avec tes arguments. Moi, je te donne les dates. Viens me contredire avec tes dates, avec les arguments. Les faits sont récents. L'histoire de notre pays là, elle est encore récente. Les blessures sont profondes et elles sont fraîches. Elles ne sont pas encore cicatrisées. Faisons très attention. Faisons très attention. Les mêmes business, les mêmes deals depuis la mort de Houphouët-Boigny là, c'est en train de revenir encore. Faisons très attention. Faisons très attention. Ces gens-là ont des passeports diplomatiques et ils ont des visas spécifiques. C'est-à-dire des visas de 1 an, 2 ans d'avance. Quand ça commence là, ils prennent leurs enfants et puis ils quittent le pays. Est-ce que vous là, vos parents ont un visa spécifique? Est-ce que vous là, vos parents ont un passeport diplomatique? Est-ce que vous là, vos parents ont l'argent pour prendre billet avec leurs 7 gosses pour fuir le pays? Faisons très attention. On dit Gouzen Naoulou n'aime pas un tel et un tel. Je ne suis pas là pour aimer pour quelqu'un. Moi, je suis une républicaine. Je suis une républicaine. Je suis une démocrate. Je dis on peut revendiquer sans violence. On peut revendiquer sans violence. Je n'aime pas ceux qui revendiquent de la violence. Je ne soutiens pas ceux qui revendiquent de la violence. C'est pour ça que j'ai dénoncé la rébellion de Guillaume Soro. J'ai dénoncé la rébellion de Guillaume Soro. Parce que je ne suis pas pour la violence. On peut revendiquer sans violence. Je suis pour la République. La République de Gbagbo hier là. Je l'ai défendue. Je défends la République d'Alassane Ouattara aujourd'hui. Je défendais la République d'Alassane Ouattara aujourd'hui. Demain, ça va être la République de Naounou, ou de Dibé, ou de Seri, ou de Assi, ou de Diabaté. Je vais défendre la même République. N'attends pas que ce soit ton tour pour qu'on puisse te défendre. Ce n'est pas parce que c'est Alassane Ouattara aujourd'hui qu'on doit se réjouir, qu'on doit être heureux, on doit se motiver, on doit encourager, qu'on doit vouloir une guerre en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'a plus besoin de ça. Il y en a marre, on ne veut plus de guerre dans notre pays. Il y en a marre. Chaque citoyen, moi je suis une citoyenne, je suis une républicaine. Chaque citoyen doit défendre la République. Parce que la République, c'est nous. La République, c'est toi. La République, c'est moi. La République, c'est nous. On doit défendre la République. On doit promouvoir la cohésion sociale. On doit promouvoir le dialogue. On doit écrire ensemble un projet commun pour l'avenir de nos enfants. Nous ne devons pas léguer nos blessures à nos enfants. Nous ne pouvons pas léguer nos vengeances à nos enfants. Nous ne pouvons pas léguer la guerre à nos enfants. Il y en a marre. Mes amis, continuons. Continuons. Donc moi, je suis avec vous. Hein. Je continue avec vous. Je cherche le retour. Voilà, je cherche le retour. Voilà.
Je prends le retour. Donc, je vous disais, en 2002, début 2002, la rébellion prend 60% du territoire ivoirien. En 2002, le 22 octobre 2002, c'était le début de l'opération Licorne en Côte d'Ivoire. L'armée française vient s'opposer entre la rébellion et, c'est-à-dire entre le nord et le sud. Retenez bien, parce que l'histoire est récente, on veut la bafouer, on veut la trahir. Je dis, l'an 2002, le 10 octobre 2002, la rébellion prend 60% du territoire ivoirien. En 2002. Le 22, ça veut dire même pas quelques jours. La Licorne, la force Licorne, c'est-à-dire que le 43e BIMA met en application les accords de défense et de coopération. Ils viennent s'opposer entre la rébellion et le pouvoir des Gbagbo à Abidjan. Retenez. Donc, ils ont mis en place ce qu'ils appelaient les zones de confiance. La zone de confiance, c'est que les rebelles de Guillaume Soro ne montent pas sur Abidjan. Donc, il y a eu l'accord. Déjà, l'armée française, là, elle protège ses ressortissants. Donc, quand elle se met entre les rebelles et le camp de M. Gbagbo, les rebelles ne peuvent pas monter directement sur Abidjan. La zone de confiance, là, c'est ce que l'armée française, elle s'est installée entre les deux camps. Ça fait zone de confiance. Ça veut dire, on a signé là, la zone de confiance là. Toi, le rebelle qui est au nord, là, tu ne traverses pas pour venir dans le sud. Toi qui es dans le sud, là, tu ne traverses pas pour partir là-bas. Jusqu'à ce qu'on trouve des accords de paix fiables. Celui qui veut traverser, c'est que celui-là, il peut avoir des représailles automatiquement sur celui qui traverse la zone de confiance. C'est ça la zone de confiance. Écoutez très bien ce que je dis. 2022, le temps de trouver des accords, je vous ai parlé des accords de paix fiables. Donc la zone de confiance s'installe entre le nord, les 60% du territoire que Guillaume Soro occupe, et les 40% que Laurent Gbagbo occupe. La zone de confiance est installée. On trouve des accords, on dit accord Accra 1. Accra 1, c'est le 20, oui le 28. Le 28, donc du 10 octobre, 22 octobre, 28 octobre 2002, accord Accra 1. Donc les chefs d'État de la CEDEAO s'engagent à œuvrer pour un cessez-le-feu entre le nord et le sud. Les chefs d'État de la CEDEAO, ça veut dire la sous-région là, ils s'engagent pour un cessez-le-feu entre les deux parties. Le 17 novembre, mes amis, le 22, excusez-moi, tu peux m'excuser parce que je suis en live. Très bien. Donc en 2002, le 17, 10e mois, il y a un cessez-le-feu entre les deux parties qui a été signé à Accra 1. Il y a un cessez-le-feu qui a été signé avec l'engagement des chefs d'État de la CEDEAO. Donc, le mouvement MPCI, parce que quand Soro Guillaume vient participer à ce cessez-le-feu, il vient avec son mouvement MPCI. Tout le monde connaît le mouvement MPCI. Bref. En 2003, le 5 décembre 2003, la conférence huis clos dans la banlieue parisienne qu'on appelle Lina Makoussi. Donc, en 2003, il y a eu la conférence en huis clos, les accords de Makoussi. Les accords de Makoussi que tous les partis ont signé, les accords de Makoussi. Tous les partis ont signé les accords de Makoussi. Je vous parle des accords. J'ai dit tout à l'heure, depuis 30 ans là, on est dans deal. On est dans magouille, on est dans accord. Le peuple en bas là, nous on vous regarde. Descendez, hein. Descendez. Nous on est en bas ici. Nous on est en bas. On touche la galère, on touche la misère. On a des difficultés. Descendez. On ne peut plus rester dans accord. 30 ans déjà on signe accord.
On a battu le record des accords. Il y en a marre des accords. Il y en a marre des deals. Il y en a marre des magouilles. Le peuple en a marre. Mes amis, suivez-moi très bien. Donc, continuons. C'était le 5 décembre 2003. Le 27 2003. En 2003, Amnesty International, Gbagbo est toujours président. Amnesty International signale déjà et fait un rapport un rapport que Amnesty adresse au président en place, ça veut dire Laurent Gbagbo, pour dire que Soro Diop et ses hommes ont une responsabilité dans le massacre d'une soixantaine de gendarmes à Bouaké. Amnesty International déjà saisi l'État de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le président de la République de l'époque, Laurent Gbagbo, est saisi. Amnesty International fait un rapport pour dire, attention, Guillaume Soro et ses gens ont commis des exactions, sont responsables des exactions d'une soixantaine de gendarmes à Bouaké et leurs enfants, c'est-à-dire une soixantaine de gendarmes qui ont été tués avec leurs enfants. Ça s'appelle crime de guerre. Ça s'appelle crime de guerre. Et ça là, Amnesty International a déjà fait un rapport dessus. Donc retenez bien, je vous parle de 2003. Bien, continuons. À Bouaké le 6 octobre. C'est-à-dire 6 octobre 2002, c'est là qu'il y a eu ces massacres des gendarmes. Et Amnesty International fait un rapport en 2003 pour adresser à l'État de Côte d'Ivoire pour dire, voilà ce qui se passe à Bouaké. Le président en exercice de ses fonctions, c'était Laurent Gbagbo. Continuons. En 2003, toujours le 27 mars, il y a eu encore accord Accra 2. C'est-à-dire qu'on fait Accra 1, on passe maintenant à Accra 2. Ça, c'est toujours accord. Et je vais vous dire pourquoi je vous parle de ces accords aujourd'hui. Si vous suivez le raisonnement là, je vais vous dire pourquoi je parle de ces accords. Parce que beaucoup de personnes ne savent pas que nous, on en a marre des accords là. Beaucoup de personnes ne savent pas que ils ont passé leur temps à dealer entre eux. Et le peuple est resté. Personne n'a consulté le peuple. Personne n'a pensé au peuple. Je vais vous dire pourquoi. Continuons. Donc, il y a eu Accra 2. Accra 2 relance l'accord de Marcoussis que tous les partis ont signé là. L'accord de Marcoussis que tous les partis ont signé. Accra 2 relance pour dire respectez les accords de Marcoussis. Respectez les accords de Marcoussis. On n'arrêtait pas d'alerter. Respectez les accords de Marcoussis. Moi, je vais vous dire pourquoi. Continuons. « 2004. Le 4 août 2004, on dit que c'est la fin de la guerre civile. Donc, ça veut dire que dans le pays, là, il y a eu la guerre civile. On dit que c'est la fin de la guerre civile. Elle est proclamée, la fin de la guerre civile est proclamée. Très bien, continuons. Continuons. La fin de la guerre civile est proclamée. Continuons. On se retrouve. Mais en 2002, en 2003, il y a un journaliste, le 21, là je vous parle de 2003, le 4 août 2003, on dit que c'est la fin de la guerre civile. Le 21, 10e mois, le 21, 10e mois, octobre 2003, il y a le journaliste Jean-Hélène, correspondant de Radio France Internationale, RFI, qui a assassiné. Il a été assassiné par un policier à Abidjan, selon les rapports d'enquête. Écoutez bien ce que je dis. Je dis, le journaliste Jean-Hélène, du correspondant RFI, a été assassiné par un policier à Abidjan, selon les rapports d'enquête. Si c'est le policier du camp Gbagbo,
si c'est le policier du camp, parce que tout le camp Soroa, parce que tout le monde était habillé en treillis là-bas. Hein. Moi, je ne sais pas. Je vous dis ce que les rapports disent. Donc, on n'a qu'à continuer. Donc, Jean-Hélène a été assassiné. Très bien. Ça veut dire, on va continuer, on va arriver à ça. Et notez ça. En 2004, le 27 février 2004, il y a une résolution 1528 des Nations Unies. Des Nations Unies. Pour mission, en mission pour la paix. L'opération des Nations Unies, l'ONUCI, pour la paix. Donc, l'ONUCI déploie 7800 casques bleus en Côte d'Ivoire. Donc, on a 7800 casques bleus en Côte d'Ivoire. Ça, il y a la résolution. Donc, c'est toujours... Les accords de l'île Marcoussis ne sont pas respectés. Donc, on rentre dans des résolutions, dans les négociations, dans les sorties ici. Donc, on a fait Accra 1, on a fait Accra 2. Maintenant, on se retrouve maintenant avec une résolution des Nations Unies. Avec 7800 casques bleus. Très bien. Continuons, mes amis. C'était le 27 février 2004. Le 25 mars 2004, une marche a été organisée en Côte d'Ivoire. Une marche qui se voulait pacifique, qui a été organisée par l'opposition ivoirienne, donc l'opposition à Laurent Gbagbo. Cette marche a été violemment réprimandée. Il y a eu 120 morts selon les commissions d'enquête. Il y a eu 120 morts selon les commissions d'enquête du camp de l'opposition parce que la marche a été réprimandée. Vous êtes tous ceux qui étaient en Côte d'Ivoire là, vous êtes des témoins vivants. Donc moi je donne les dates. Je donne les dates et je mets les faits. Je ne prends même pas les rapports d'un camp ou d'un autre. Je prends les rapports des organisateurs, des observateurs hors ivoiriens. Pour que chacun puisse à son âme et conscience, avec les faits, les éléments et les dates, faire aussi ses propres recherches et faire ses analyses. Ceux qui ne sont pas d'accord pour qu'ils puissent apporter leurs contradictions. Je pense que c'est important dans un débat intelligent. Mes amis, continuons. En 2004, le 16 avril 2004, le journaliste franco-canadien Guy-André Kieffer, qui enquêtait sur le détournement des fonds dans la filière café-cacao, disparaît mystérieusement en Côte d'Ivoire. Mystérieusement en Côte d'Ivoire. Le journaliste disparaît. Pourtant, il est en train d'enquêter sur le détournement de fonds de la filière café-cacao. Ça veut dire, café-cacao, là, s'il y a détournement de fonds, un journaliste enquête dessus et puis il disparaît. Il disparaît. Non? On n'a pas encore les conclusions de l'enquête. On ne sait pas. On n'a rien encore. Donc continuons les amis, on continue. Le 30 août 2004, on a eu Accra 1, Accra 2. On continue encore dans encore. On a Accra 3. On est dans encore toujours. Accra 3. Accra 3 fixe encore et relance à nouveau les accords de Marcoussis. Parce que depuis on est là, que ce soit des pro-Gbagbo, que ce soit des pro-Ouattara, que ce soit des pro-Bédié, que ce soit des pro-Soro, il n'y a pas quelqu'un qui est capable de vous asseoir pour prendre les accords là. Vous avez les accords là. Ils sont accessibles sur YouTube, sur Google, sur Yahoo, sur Internet. Pour prendre les accords là, vous allez comparer les accords pour dire mais qu'est-ce qui est dit, qu'est-ce qui n'est pas dit, qu'est-ce qui a été bon, qu'est-ce qui n'a pas été bon. Ah, si on avait fait ça là, peut-être qu'on allait éviter ça là. Il n'y a pas quelqu'un qui fait ça. Vous, chacun est campé sur son camp. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai vu qu'on parle des accords. Donc, les accords Accra 3 relancent encore pour dire respecter les accords de Marcoussis. Donc, on relance l'accord de Marcoussis. Les accords de Marcoussis disent quoi? Le désarmement des rebelles et des milices
On a des rebelles, on a des milices en Côte d'Ivoire. Et les accords de Makoussi disent le désarmement des rebelles et des milices. Identification de tous les Ivoiriens. Parce qu'on doit savoir. On doit identifier chacun pour savoir. Parce qu'on parle de milices là. Ça veut dire on peut aller louer des miliciens en Angola, des miliciens au Congo, des miliciens au Libéria, des miliciens ailleurs, on va les armer, ils sont armés, et puis ils sont clandestinement tapis dans l'ombre. Quand on fait, chacun soulève son arme. Donc, les accords de Makoussi disent, attention, les miliciens, c'est encore plus dangereux, parce que tu ne sais pas qui est milicien, qui est citoyen. Donc, il faut identifier tous les Ivoiriens, tous les habitants sur le territoire. On sait qu'il y a un nombre d'habitants. Si on a plus, on a miliciens. On a rebelles. C'est pour ça qu'on dit identification des Ivoiriens. Ça faisait partie des accords de Makoussi. Vous devez bien retenir ça, mes amis. On est 24 millions d'habitants sur le territoire ivoirien. Ça veut dire 24 millions d'habitants, de personnes qui habitent sur le territoire ivoirien. Si on va identifier qu'on est à 25 millions, ça veut dire il y a 1 million là qui sont plus, c'est qu'il y a miliciens. C'est pour ça qu'on dit identification. Ça faisait partie des accords de Makoussi. Et depuis les accords de Makoussi, depuis les accords de Makoussi, personne ne les respectait. Pourtant, tout le monde a signé les accords de Makoussi. Le président, en exercice de ses fonctions, il ne respecte pas les accords. Il est arrivé, il dit, je n'ai pas signé. Ah, quand tu es dans Magnan, là, il faut sortir avant de parler. Les accords disent, on va désarmer les rebelles. On va identifier les Ivoiriens pour savoir qui est milicien, qui n'est pas milicien. Tout le monde a signé, y compris le président de la République, en exercice de ses fonctions, Laurent Gbagbo. Il est arrivé à Abidjan. Nous tous, on a vu. Moi, il n'est pas signé. Hein. Ah, quand tu es dans Magnan, là, il faut sortir d'abord. Mais on dit, on va désarmer les rebelles. Toi, tu n'as pas signé ça. On dit, on va identifier pour savoir qui est rebelle, qui est milicien. Toi, tu n'as pas signé ça. Continuons. Ok. Continuons. Parce que le problème de la Côte d'Ivoire, là, il faut prendre par la racine. Il faut prendre par la racine parce qu'on va venir soigner une plaie sans identifier la plaie. Sans savoir si c'est un cancer ou c'est une plaie simple. On ne peut pas venir jouer. C'est que depuis 30 ans là, on est en train de tourner, on raccommode, on dit, on magouille, en voulant qu'on va arranger. Mais cette fois-ci, quand ça va éclater là, ça ne va même pas être une guerre civile, simple. Ça va être tout simplement une guerre militaire, en plus une guerre civile. Et là, c'est la totale. On va être pire que le Rwanda. C'est ça. Donc, dès maintenant là, chacun n'a qu'à jouer son rôle de citoyenneté. Chacun n'a qu'à enlever son habit de militantisme et de partisan. On n'a qu'à être des citoyens. On n'a qu'à être des citoyens engagés pour la République. Des citoyens engagés pour la vraie paix. Des citoyens engagés pour le dialogue social et non le dialogue politique. Parce qu'il y en a marre du dialogue politique. Depuis 30 ans, là, on est en bas. Hein. Ça dit là-haut politiquement. Nous, on est en bas. Ça n'avance pas. Il y en a marre de ça. Continuons, mes amis. Continuons. On arrive en 2004. 2004, le 8e mois, il y a un charnier. Il y a un charnier qui est découvert avec 99 cadavres à Korogo. À Korogo. 99 cadavres, ça veut dire des jeunes, on les a identifiés, ce sont les jeunes Koyaka, enfermés dans des congélateurs. Les organisateurs internationaux, les organisations internationales, Amnesty International, toutes les organisations non gouvernementales disent et pointent du doigt, accusent directement M. Guillaume Soro de ce charnier à Korogo. On accuse Guillaume Soro de ce charnier de Korogo. Identifier 99 jeunes Koyaka. Leur cadavre est dans des camions frigorifiques. Dans le pays, là,
On est toujours dedans. On est dedans. On est dedans. Il n'y a pas une société civile qui va se lever pour dire, ah, quand il y a des rapports comme ça, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas, on est dedans. On est dedans. Ça dit seulement. Ça cherche accord. Parce que accord là, il y a mangement dedans. Il y a des gens qui ont fait Accra 1, d'autres disent, ah, comme lui il a mangé dans Accra 1, là, nous c'est notre tour de manger, donc on va faire Accra 2. Ah, comme lui ils ont mangé dans Accra 2 là, donc nous on doit manger aussi, on doit faire Accra 3. Et les gens mangent dans l'accord. Parce que c'est l'argent du contribuable, on met dans les accords. Tout ça là, hein, vous faites des accords pour arranger votre pouvoir entre vous. Mais vous ne faites pas accord pour sauver le peuple ou pour aider les citoyens, pour aider les pauvres, pour aider les femmes, pour aider les veuves, pour aider les orphelins. On ne fait pas accord de ça. C'est accord pour partager le pouvoir, ce qu'on fait. Depuis les 30 ans, on fait accord pour partager le pouvoir. Ça, c'est pas deal, ça. C'est quoi d'autre? C'est pas magouille, ça. C'est quoi d'autre? Voyez le peuple dans l'accord, là. Voyez notre place dedans. Mes amis, écoutez bien. Continuez. J'ai dit, il y en a marre. Il y en a marre. Le social, là, doit être une cause pour chaque citoyen. Il y en a marre. En 2004, le 6 novembre, il y a eu une violation de cessez-le-feu. Je vous ai parlé de la barrière que la LICON a mis en place entre le nord et le sud, qui s'appelle zone de confiance, que chaque partie ne doit pas traverser. Il y a eu une violation où la France a eu 12 de ses victimes, 12 soldats de la force LICON qui ont été tués par une aviation, l'aviation de l'armée ivoirienne qui aurait tué les 12 soldats de la force LICON. Donc il y a eu violation de la zone de confiance. En représailles, l'armée française détruit tous les avions au sol de l'armée nationale ivoirienne. Donc l'armée française en représailles détruit l'aviation de l'armée ivoirienne. En 2004 toujours, le 7 novembre, il y a eu une violente manifestation contre l'armée française, bien évidemment. En Côte d'Ivoire, il y a eu ça, on a vu, on ne peut pas le nier. On ne peut pas le nier. C'est pas parce qu'on est ivoirien qu'on va nier aussi ce qu'on a fait. Ah, parce que les vidéos sont là. Donc, il y a eu une manifestation anti-française en Côte d'Ivoire, où plusieurs ressortissants français étaient obligés de quitter le territoire ivoirien. Beaucoup de nombreux Français ressortissants, des chefs d'entreprise, PME, PMI, ont quitté la Côte d'Ivoire. Dans la tristesse, parce que aussi, ce sont des amoureux de la Côte d'Ivoire, ce sont des citoyens aussi, hein, qui, eux, ont investi, ont créé des entreprises. Malheureusement, pour des questions politiques, ils se sont retrouvés au cœur. Ils sont obligés d'abandonner leur maison, leurs employés, leur entreprise et partir dans la précipitation. Tout cela doivent participer aussi au processus de paix en Côte d'Ivoire. On ne peut pas les ignorer. Parce qu'il y a des gens qui ont fait 40 ans, 50 ans, 60 ans en Côte d'Ivoire. On va les mettre où? Est-ce qu'on peut parler d'un processus de paix sans intégrer ces amoureux de la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on peut? C'est de ça qu'il s'agit, mes amis. Continuons. Est-ce qu'on peut parler d'un processus de paix sans intégrer ces amoureux de la Côte d'Ivoire qui ont créé de l'emploi? Est-ce qu'on peut les ignorer dans un processus de paix et de réconciliation? Mes amis, continuons. 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 Alors, le 2004, pardon, le 15 novembre, les Nations Unies a une résolution 1572 qui interdit tout commerce d'armement en Côte d'Ivoire, d'armes en Côte d'Ivoire, pour tous les partis belligérants. Tous les partis belligérants. Interdiction d'acheter des armes. Celui qui viole l'interdiction, il y aura des sanctions des Nations Unies. Donc, c'était la résolution 1572.
Toujours en 2004, regardez un peu le temps qu'on prend dans les accords, dans les arrangements, dans les deals et dans les magouilles. Depuis, nous, le peuple est là, mais tout cela, mais là on regarde seulement, nous on est assis. On dit comme on est pauvre, nous sommes les sans dents, donc on n'a rien à dire. Voilà, donc on regarde. Continuons. Le 25 décembre 2004, il y a eu le massacre des villageois dans les villages, notamment à l'ouest de la Côte d'Ivoire. En 2004. En 2004, Gbagbo est président de la République. En 2004, vous avez dit que 60% du territoire était dans la main de Guillaume Soro et de sa rébellion. En 2004, massacre des villageois dans les villages, avec des villages qui ont brûlé. Gbagbo est président. Ça se passe à l'ouest de la Côte d'Ivoire, notamment au pays Ouai. Continuons, mes amis. En 2005, le 30 janvier 2005, Kofi Annan, paix à son âme, qui était le secrétaire général des Nations Unies, de l'ONU, a établi la liste, une liste de 95 Ivoiriens passibles de la Cour pénale internationale. Donc, retenez bien. Parce que les dates là, moi je vous parle de ces dates aujourd'hui, pour que vous-même fassiez aussi vos recherches. Internet là, c'est un livre, ce sont des livres, c'est bibliothèque gratuite, c'est une connaissance. C'est de l'enseignement gratuit, tu ne payes rien. Tu t'en vas apprendre, tu peux apprendre à parler anglais, à parler français, à parler chinois, à parler toutes les langues sur Internet. Ça veut dire que c'est une connaissance. Donc chacun peut faire des efforts pour aller chercher l'information, bien enrichir sa connaissance. Donc je mets les dates. Et puis ceux qui ne sont pas d'accord, venez avec les dates là pour me contredire. Moi, je pense que ce serait beaucoup plus intelligent dans un vrai débat d'idées. Parce que nous devons de la construction. Mais dans la construction, on ne peut pas dire non. Comme on dit, on n'a qu'à la paix et puis la réconciliation. On n'a qu'à laisser les choses comme ça. On n'a qu'à oublier. On ne peut pas oublier. On n'oublie pas. On doit toujours parler de ça pour que ça ne se recommence plus jamais. On doit toujours parler de ça. Pour ne plus répéter les mêmes erreurs. Parce que le fait de dire, on n'a qu'à laisser, on n'a qu'à oublier. C'est beau comme ça. C'est beau. On dit la paix. On dit pardon. Pardon de quoi? Est-ce que quand tu vas à l'église, là, tu te confesses avant de te faire pardonner? Chacun va se confesser d'abord. Et puis on va dire pardon. On ne dit pas pardon dans le vide. Ce serait un manque de respect pour les victimes et leurs familles. Tu veux dire pardon? Pardon dans quoi? Pardon dans le vide? On te pardonne quoi? Mes amis, attention. Hein. Parce que l'histoire de la Côte d'Ivoire, là, si nous ne prenons pas garde, les blessures qu'elles vont pourrir, on ne pourra même pas maîtriser ce qui va arriver. On est en train de s'amuser comme ça. Continuons, mes amis. Donc, Kofi Annan, quand il était secrétaire général des Nations Unies, il établit la liste des 95 Ivoiriens passibles de la Cour pénale internationale. On est le 30 janvier 2005. En 2005 déjà. Chacun savait qui était déjà sur la liste de la Cour pénale internationale. Regardez un peu comment les hommes politiques se sont foutus de nous tous. Ils se sont foutus de nous les citoyens. Ils se sont foutus de la majorité. Les gens jouent les étonnés. Alors qu'ils ne sont pas étonnés. Ils savaient très bien ce qui s'est passé. Nous, on ne sait pas. Nous, on s'est fait avoir. On ne sait pas. On s'est fait avoir royalement et bêtement. Parce que déjà en 2005, chacun savait qui était sur la liste de la CPI. Mais nous, on ne savait pas. Est-ce qu'ils nous parlaient de ça? Nous, on ne sait pas, on était là. Hein? Mais eux, ils savaient. C'est pour ça qu'ils faisaient leur deal. Ils savaient très bien que la CPI les attendait. Vous avez vu? Ils se sont foutus de nous royalement. Et il faut croire que c'est pour vous que nous, on fait ça. Vous êtes sûr que vous faites ça pour le peuple? Quand tu fais quelque chose pour le peuple, là, le peuple doit en bénéficier. On bénéficie de rien. Vous faites toujours pour nous, nous, on n'a rien. Donc vous faites pour qui? Les amis, continuons. C'est pour ça que les dates sont très importantes. Donc quand Kofi Annan établit la liste des 95 Ivoiriens passibles de la Cour pénale internationale, on nous dit
Monsieur Laurent Gbagbo est sur la liste. Depuis 2015, 30 janvier 2015, Laurent Gbagbo savait qu'il était sur la liste de la Cour pénale internationale. Laurent Gbagbo et ses proches. Donc, je vous dis, Laurent Gbagbo et ses proches, notamment des escadrons de la mort. Donc, Laurent Gbagbo et ses proches, notamment des escadrons de la mort. Donc, ça veut dire, Laurent Gbagbo, sa femme, les gars du corps, les CKCK, les doubles, tout cela, ils étaient sur la liste. Donc, eux tous savaient très bien qu'ils étaient sur la liste de la CPI depuis 2005. Est-ce que nous, on savait ça? Nous, on était là-haut. Ils se sont bien foutus de nous. Ils se sont payés notre tête royalement. Soro Guillaume est sur la liste des 95 Ivoiriens passibles de la Cour pénale internationale. Donc, Soro Guillaume savait et il sait très bien qu'il est sur la liste qu'il doit aller à la CPI. Soro Guillaume, il sait ça très bien. Nous, on est assis, on ne sait pas. Donc, les deux acteurs clés, en tout cas, visibles, qui ne sont pas des clandestins, savaient qu'ils étaient sur la liste de la CPI. Nous, le bas peuple, la majorité silencieuse, nous qu'on ne consulte pas, nous qu'on ne demande jamais rien, mais on nous demande de faire des efforts, on nous demande de mourir pour eux, on nous demande de marcher pour eux, on nous demande de voter pour eux, on nous demande de les applaudir, on nous demande de tout faire pour eux là. Nous, on ne sait pas où ils se sont payés notre tête, mes amis. Écoutez bien. Donc, Gbagbo et Soro Guillaume, depuis 2005, le 30 janvier 2005, savaient très bien qu'ils étaient sur la liste de la CPI. Donc, ils étaient attendus à la CPI. Donc, on est en 2005. Alors, j'insiste là-dessus pour qu'on puisse comprendre comment nous-mêmes, on nous a manipulés, nous tous, dans tout ce brouillard, dans tout ce deal politique, dans toute cette magouille politique. On a manipulé tout le monde dedans. Et puis, nous, on nageait dedans comme ça, comme Gohou qui lave les caleçons des clés. On nageait dedans. Donc, les amis, continuons. Continuons. Je parle de ça aujourd'hui parce que je trouve ça très important. Aslov, merci. Merci. Donc, en 2005, au cours, on dit qu'il faut faire accord de Pretoria. 1. Accra, là, on a quitté Makoussi et Accra, là, on a fait 3 accords. Donc, accord de Makoussi, ça ne suffit pas. Accra 1, ça ne suffit pas. Accra 2, ça ne suffit pas. Accra 3, ça ne suffit pas. Maintenant, on dit on est qu'à aller en Afrique du Sud avec Thabo Mbeki. Donc, on a accord de Pretoria. Donc, on a Pretoria 1. Donc, la médiation, donc le médiateur Thabo Mbeki relance encore avec tous les accords qu'on fait, puis on court là. Ça ne change pas, hein. Ce sont les mêmes accords de Makoussi, on dit on relance. Thabo Mbeki dit on relance les accords de Makoussi. Les accords de Makoussi disent il faut désarmer les rebelles. Il faut identifier tous les Ivoiriens qui sont sur le territoire pour savoir le nombre des miliciens qui sont rentrés sur le territoire. Accord ça là. Zepedi, il ne veut pas toujours. Donc, on court, on dépense l'argent du contribuable, on met dans des convois à Avignon, on s'en va, on fait tous les accords de l'Afrique. Nous, on est là, hein, on se promène dans l'Afrique en train de chercher accord. On a battu le record du promenade d'accord. Donc, on est dedans. Continuons, mes amis. Donc, on va à Pretoria 1. On fait accord. On a laissé encore Accra qui est à 2 pas de chez nous. Là, on est parti maintenant en Afrique du Sud. C'est les Zoulous. Très bien. En 2005, le 29 août 2005, on revient encore, on fait accord de Pretoria 2. Parce que nous, tant qu'on n'arrive pas à 3, on ne laisse pas accord. Ouais. On arrive à accord 2 encore. En 2005, le 21 octobre, la résolution des Nations Unies, donc 1633, du Conseil de sécurité des Nations Unies, maintient, donc on est en 2005, on est en octobre, on s'approche à la date des élections, parce que la Côte d'Ivoire, nous sommes une république, les élections, c'est le quinquennat, ça veut dire c'est 5 ans, chaque 5 ans on fait élection. Gbagbo est arrivé en 2000, en 2005, en octobre 2005, on devait organiser les élections. Le
les Nations Unies disent, bon, ok, la résolution 1633 du Conseil de sécurité des Nations Unies dit très bien, on va maintenir Gbagbo pour 12 mois, mais on va faire un gouvernement de transition. Donc, retenez bien. Ça veut dire, en 2005, le pouvoir de Gbagbo prenait fin. Ça veut dire son mandat était à la fin de son mandat. À la fin de son mandat, on doit organiser les élections. Donc, faisons un gouvernement de transition pour pouvoir organiser les élections. Donc, la résolution 1333 des Nations Unies dit, on fait transition. Donc, quand on dit transition, là, ça veut dire quoi? Parce qu'il faut comprendre, on dit transition. La transition, c'est comme la passation. Donc, un pouvoir transitoire. Bon. Ce pouvoir de transition, dont le mandat de Gbagbo tire à sa fin, l'ONU dit, la résolution des Nations Unies dit, ce que Gbagbo lui-même l'a accepté. Il dit, dans ce cas, on va te maintenir 12 mois le temps de faire la transition. Donc, ils ont tous signé. Nous, on est toujours là, on ne connaît pas, ils ont signé. Le gouvernement de transition à la tête de l'État, on maintient Gbagbo à la tête de l'État, on prépare le gouvernement de transition à la demande de la nomination de Charles Konan Banny, qui devient le premier ministre en Côte d'Ivoire. Donc Charles Konan Banny est premier ministre, donc c'est lui qui conduit le gouvernement de transition. On maintient Gbagbo pour 12 mois et Charles Konan Banny maintient le gouvernement de transition, il forme son gouvernement et on organise les élections. Donc on est en 2005, le 21 octobre 2005. Le mandat de Gbagbo prend la fin. Donc on est un gouvernement de transition. Retenez bien. Parce que les gens sont tellement dans la passion. L'histoire de notre pays, là, chacun raconte pour lui. Chacun veut forcément avoir raison que l'autre. On ne veut pas mettre les faits dans leur contexte. Mes amis, chacun a pleuré dans son coin. Chacun a hurlé dans son coin. Mais aujourd'hui, là, nos enfants ne doivent pas continuer à faire ce que nous on a fait. Parce que nous, là, on a pris le fardeau de nos parents. On va prendre le fardeau de nos parents, notre propre fardeau, puis on va déposer sur nos enfants. Il y en a marre. C'est bon. Continue. Alors, le 4 décembre, Charles Konan Banny est nommé, 2005, il est nommé Premier ministre, au poste de Premier ministre, le gouvernement de transition. Le 28 décembre, il constitue son gouvernement. Le 15, je vous dis, le 24 décembre 2005, Charles Konan Banny est à la tête du gouvernement de transition. La résolution des Nations Unies dit on maintient Gbagbo le temps de organiser les élections. Donc Banny, il est nommé Premier ministre. Il est nommé Premier ministre le 4 novembre. Il organise son gouvernement de transition le 28. Il est nommé Premier ministre le 4 décembre. Il organise son gouvernement de transition le 28 décembre. Regardez les jours, hein. Il n'y a même pas trop d'espace. Le 15 janvier 2006, ça veut dire quelques jours, entre le 28 décembre et le 15 janvier, il y a 18 jours. Entre le 28 décembre 2005 et le 15 janvier, il y a maximum 18 jours. 18 jours après, 18 jours après. L'Assemblée nationale, donc là, toujours la résolution 1633 de l'Assemblée nationale, on considère que l'Assemblée nationale aussi, puisque le président sortant, le président qui est normalement Gbagbo, où il y a le gouvernement de transition, l'Assemblée nationale aussi a fini, on considère qu'il a fini aussi son mandat. Je ne vais pas m'étaler dessus. Donc, la résolution des Nations Unies, il y a une manifestation quand la résolution des Nations Unies met en place le gouvernement de transition avec la tête Charles Konan Banny, mais le maintien de Gbagbo sur 12 mois maximum, on le maintient 12 mois maximum, le temps d'organiser les élections. Il y a une manifestation qui dégénère en Côte d'Ivoire, à Abidjan, au siège des Nations Unies. Donc les Nations Unies sont attaquées par les jeunes patriotes.
selon les informations. Moi, je n'étais pas à Abidjan, ce sont les informations qui sont à la possession de chacun où les vidéos sont à l'appui. Donc, il y a eu une manifestation qui a dégénéré à Abidjan au siège des Nations Unies. Donc, les jeunes patriotes ont attaqué le siège des Nations Unies. Donc, il y a eu en 2006, le 1er novembre, une autre résolution 1721 des Nations Unies qui reconduit pour 12 mois maximum, 12 mois maximum, Laurent Gbagbo comme toujours président qui le mettait pour 12 mois maximum. Parce qu'il y a toujours des tensions. Très bien. On ne va pas s'étaler dessus. Elle reconduit la mission dans des électeurs. Laurent Gbagbo indique en ce moment-là, quand il y a eu les manifestations contre les Nations Unies disent, bon, on va le reconduire pour 12 mois encore. Et là, Laurent Gbagbo, il annonce aux Nations Unies un plan. Voilà, il annonce aux Nations Unies un plan. Où il dit, dans le plan, où il explique, il indique qu'il prépare un autre plan de sortie des crises. Donc, ça veut dire, à chaque fois qu'on le reconduit, il y a des tensions. Donc, il indique un autre plan de sortie des crises. OK. Donc, son plan de sortie des crises, où il est en discussion avec les Nations Unies, avec les observateurs, parce que c'est lui-même qui a fait appel aux Nations Unies, parce que, contrairement à la licorne, il a fait appel aux Nations Unies. Donc, il indique un plan aux Nations Unies, et je pense même que Madame Zrigno Outro, paix à son âme, Sanata Outro, qui était l'épouse de son frère Outro Zrigno, paix à son âme, Madame Sanata Outro, qui travaillait à l'ambassade des États-Unis, donc qui jouait la diplomatie entre les États-Unis et le pouvoir des Gbagbo. Donc, je pense que c'est sur ses conseils. Selon des informations, en tout cas que moi-même j'ai eu, c'est sur ses conseils que Gbagbo aussi collaborait avec les Nations Unies et collaborait aussi avec l'ONU, parce qu'elle était pas diplomate, parce qu'elle travaillait à l'ambassade des États-Unis et elle jouait comment on peut dire, pas une médiation, mais elle n'est pas une diplomate, mais elle jouait en tout cas, elle faisait valoir la diplomatie entre les deux, entre Gbagbo et l'Américain et les États-Unis. Bon, c'est pas ça l'ordre du jour. Continuons. Pour vous dire au moins comment les relations étaient dans ce climat. Voilà. Donc, Gbagbo indique en ce moment qu'il prépare un plan de sortie des crises en passant directement par le dialogue direct avec l'ex-chef rebelle qui est Guillaume Soro. Donc, je résume un peu pour qu'on puisse comprendre. Le pouvoir de Gbagbo prend sa fin, c'est-à-dire octobre 2005. Le 21 octobre 2005, on doit organiser les élections. Étant donné qu'il y a toujours des tensions, on dit on va le maintenir encore pour 12 mois maximum, le temps d'organiser les élections, mais il y a un gouvernement de transition. Donc le gouvernement de transition, c'est Charles Konan Banny qui est à la tête de ce gouvernement de transition. Donc toujours, c'était Gbagbo travaillait aussi. Il faut pas, il était quand même allié un peu de Henri Konan Bédié, donc du PDCI. Gbagbo il avait quand même pour allié Henri Konan Bédié, donc le PDCI. Parce que dans le gouvernement de Gbagbo, il y avait des accords où des membres du PDCI, des cadres du PDCI étaient nommés dans le gouvernement, d'autres étaient au directeur du cabinet de Laurent Gbagbo directement. Donc, c'était des alliés. Voilà. Donc, Charles Konan Bédié a été nommé pour ce gouvernement de transition. Et le gouvernement de transition, c'est-à-dire qu'on arrive à un gouvernement de transition, il y a des tensions entre des jeunes patriotes qui vont attaquer le siège des Nations Unies. Donc, les Nations Unies qui disent, bon, on va maintenir Laurent Gbagbo pour 12 ans, excusez-moi, Laurent Gbagbo pour 12 mois, et pendant les 12 mois de maintien de Laurent Gbagbo, le temps d'organiser le gouvernement de transition, Gbagbo annonce qu'il y a un autre plan de sortie des crises. Donc, il veut dialoguer directement avec Guillaume Soro. Bon. Moi, je vous donne tout ça là, puis je vais revenir pour qu'on puisse avancer. Très bien. Donc, il dit qu'il veut dialoguer directement avec Guillaume Soro, ex-chef rebelle. Lui, il veut directement dialoguer avec lui. Depuis Makoussi, on dit on va désarmer. On va identifier pour pouvoir localiser, pour avoir le nombre exact des miliciens
de part et d'autre. On a laissé tout ça, on a fait tous les accords. Accra 3, Pretoria 4, on a fait tout ça là. On revient. Il veut dialoguer directement avec Guillaume Soro, le chef de la rébellion. Donc tout ça là, on est arrivé à Guillaume Soro, le chef de la rébellion. Donc, le dialogue entre le Guillaume Soro et le chef de la rébellion donne les accords de Ouagadougou. Guillaume Soro dit, donc on n'a qu'à aller à Ouaga. Comme ça, on va dialoguer. Donc, ils vont à Ouaga. En 2007, où Gbagbo signe les accords de Ouaga. Les accords de Ouaga qui ont été signés donnent tout pouvoir à Guillaume Soro. Les accords de Ouaga donnent plein pouvoir à Guillaume Soro. Ces accords de Ouaga, c'est Gbagbo lui-même qui a dit, il a son plan de sortie des crises. Donc, il donne tout le pouvoir à Guillaume Soro. Donc, Guillaume Soro, il signe les accords de Ouaga, qui fait de Guillaume Soro son premier ministre, qui va gracier les chefs rebelles, c'est-à-dire les hommes de Guillaume Soro, leur donner des postes et des rangs très importants dans l'armée. Guillaume Soro aura son armée, il aura ses généraux, et ainsi de suite. Donc, ce sont les accords de Ouaga. Et ces accords de Ouaga, quand Guillaume nomme Guillaume Soro, et quand Gbagbo nomme Guillaume Soro, il fait une déclaration où il dit c'est le meilleur premier ministre que la Côte d'Ivoire ait connu. C'est-à-dire que quand Gbagbo va à Ouaga, Charles Konan Banny est premier ministre. Lui, il ne sait même pas encore. À Ouaga, il n'est plus premier ministre. Les accords de Ouaga ne font plus de lui premier ministre. Donc, le gouvernement de transition qui a été mis en place, il a été balayé. Guillaume Soro rentre en Côte d'Ivoire en fanfare comme premier ministre avec toute son armée. Il a des généraux, il a plein pouvoir. Donc, on arrive à 2007. Voilà comment Guillaume Soro devient ministre, premier ministre, ministre de la communication, ministre de tout. Il gère tout. Mes amis, je vous ai parlé, de ces accords parce que j'estime qu'il est important pour chaque Ivoirien de comprendre notre place dans la société, pour chaque citoyen de savoir où on se situe dans tous ces accords-là. Moi, j'ai une question à vous poser. Je vous ai donné à peu près, bon, donc j'ai un petit souci de retour. On va continuer là. J'ai un petit souci de retour. Donc, j'ai un petit souci de retour. Je vais moi-même, mais je vais, mes amis, voilà. Donc, pour vous dire, quand vous-même, mes amis, quand vous regardez tout ça, dites-moi, où est la place depuis 2002? On a signé 3 accords à Accra, 2 accords à Pretoria, accord de Makoussi. On a fait conférence, on a fait forum, caravane, de tout ce que vous voulez. Moi, j'ai une question là aujourd'hui. Où est la place du citoyen dans tous ces deals? Parce que moi, ces accords-là, ce sont des deals politiques et des magouilles politiques. Ce sont des deals politiques et des magouilles politiques. Où est la place du citoyen dans tous ces accords? Où est la place du social dans tous ces accords? Où est la place des victimes dans tous ces accords? Où est la place des familles dans tous ces accords? Où est la place des villages même qui ont été brûlés dans tous ces accords? On est situé où dans tous ces accords? Nous, là, on est où? Tous ces accords qu'ils ont signés entre eux, ils ont magouillé entre eux, ils ont arrangé entre eux, ils ont partagé que le pouvoir. Donc, on a eu tous ces accords que pour le partage du pouvoir. Ces accords-là, c'est pour se partager le pouvoir. On n'a jamais dit un instant, il y a eu accord Accra 1 ou Accra 2,5, pour ne même pas dire 3. On n'a jamais entendu accord Accra 2,5 pour que le demi, là, ce soit pour le peuple. Pour que le demi, là, ce soit pour les victimes. Pour que le demi, là, ce soit pour les familles des victimes. Pour que le demi, là, ce soit pour les populations. Pour que le demi, là, ce soit pour la majorité silencieuse qui pleure dans le silence.
pour que le demi-naissant soit pour les familles blessées profondément. On n'a jamais entendu ça. Tous les accords là, on va se partager pouvoir, tel est premier ministre, tel est général, tel est ceci, tel est cela. Mais le peuple est où dans vos accords? C'est ça là, on a assisté depuis la mort de Houphouët-Boigny, arrangement politique, deal politique, magouille politique. Le peuple est où? Vous qui êtes en haut là, nous on est où? En haut que vous êtes là, vous chiez sur nous. Nous on est où? On va s'asseoir tout le temps, vous allez chier sur nous. C'est pourquoi. Où est la place du peuple dans vos accords? Je vous parle de ça. Ce n'est pas une question partisane. Makoussi a dit, Gbagbo n'a pas écouté. Il dit il ne veut pas Makoussi. Il préfère pour Ouaga. Il a donné plein pouvoir à Soro Dio. Les deux là, à leur entourage là, ils sont sur la liste de la CPI depuis 2005. Est-ce que c'était pour échapper leur truc là qu'ils ont dealé entre eux? Moi, on ne sait pas. Moi, je ne veux pas rentrer dans ça. Aujourd'hui, Gbagbo est la CPI avec son fils Blé Goudé. On a signé tous les accords. Dans la Côte d'Ivoire, du nord au sud, à l'est, à l'ouest, il y a eu des victimes, des familles endeuillées, des villages ont disparu, ils ne sont même plus sur la carte. Soro Diom, qui est sur la liste de la CPI, il dit non. Allons-y au pardon. Moi, je vais être président, allons-y au pardon. C'est de ça que je veux venir aujourd'hui. Parce que j'ai vu Soro Diom qui est en train de danser à Daoukro avec Henri Konan Bédi. C'est sur ça que je voulais terminer. Soro Diom danse à Daoukro avec Henri Konan Bédi. Soro Diom n'est pas encore à la CPI. La CPI le réclame. Depuis 2003, les organisations ont écrit des rapports avec des exactions. Pendant la guerre, il y a des morts de tous les côtés. Mais on dit crime de guerre parce que tu as exagéré dans la mort. Soro Diom, il a exagéré. Il est accusé de crime de guerre. Crime de guerre, crime contre l'humanité. Crime de guerre, crime contre l'humanité. Gbagbo, il a la CPI pour crime contre l'humanité. Pourtant, lui et Soro Diom, ils sont sur la liste. La CPI les réclame. Gbagbo est là-bas, Blé Goudé. Soro Diom, il va arriver là-bas quand? Il dit non, on n'a qu'à faire pardon. On n'a qu'à libérer Gbagbo. Gbagbo, il est sorti des prisons. On n'a qu'à faire pardon. Mais non, on ne va pas libérer Gbagbo. Gbagbo va sortir des prisons maintenant. Non, non. Tu vas aller le rejoindre là-bas. Parce que, pour que la réconciliation du peuple de Côte d'Ivoire soit effective, qu'on ait une vraie réconciliation, qu'on ait une vraie paix dans ce pays, il faut une justice équitable et une justice juste. Il faut une justice juste. Regardez le cas du Rwanda. On a fait un tribunal populaire. Toutes les personnes citées dans les rapports là ont été condamnées. Même s'ils ne vont pas en prison, ils sont condamnés symboliquement pour la mémoire des victimes. C'est ça le pardon. Le pardon passe par la justice, par le droit. Le pardon passe par la justice, par le droit. On dit pardon ici, pardon par là. Non, demandons pardon. Diom Soro demande pardon. Il veut une caravane de pardon. Mais et la justice? Et les victimes? Et les familles des victimes? Et les plaies? Et les blessures? Qu'est-ce que vous en faites? Vous pensez que les slogans de pardon, là, c'est ce qu'on appelle la réconciliation? Allons-y apprendre la réconciliation sur les autres. Le Rwanda a réussi la réconciliation. Parce qu'ils ont été capables de poser les problèmes sur la table. Symboliquement, de condamner ceux qu'on doit condamner. Pour le respect des morts, pour le respect des victimes, pour le respect des familles, pour soulager les familles. C'est quand on condamne, quand la justice joue son rôle. Quand la justice condamne, c'est la justice qui définit le montant de l'indemnisation de la peine. On dit on va indemniser les victimes.
On va demander pardon. La justice a condamné. On demande pardon. Ça s'appelle la rédemption. À quel moment? La confession, là, c'est devant la justice. Ce n'est pas fait de tourner, c'est fait applaudir, porter des t-shirts, se promener, jouer au football et de dire on demande pardon. Pardon de qui et pardon de quoi? Où est la place des pauvres dans votre pardon? Où est la place des victimes dans votre pardon? Où est la place des familles dans votre pardon? Ce serait une justice pour tous ces morts. On dit non. Allons-y au pardon. Donc on n'a qu'à laisser tomber. Aujourd'hui, je vois Henri Konan Bédié, à 86 ans presque, qui fait des ballets avec Guillaume Soro, en public, en plein air, qui filme des pétards avec Guillaume Soro, et qui tient des discours devant le peuple de Côte d'Ivoire. Bédié tient des discours devant le peuple ivoirien. La Côte d'Ivoire est témoin. Dire Guillaume Soro qui est cité dans tous les rapports pour crime contre l'humanité, Bédié dit il est fier de lui. Sacrilège. Où sont les hommes du PDCI? Où sont les femmes du PDCI? Où sont les mères du PDCI? Vous êtes où pour laisser Bédié dire des choses comme ça en public? Qu'est-ce qui se passe au PDCI? Vous êtes où? Ils sont où les intellectuels du PDCI pour dire des énormités comme ça en public? On peut dire Bédié a pris de l'âge. Il a un certain âge avancé. Bédié perd ses repères. Bédié se perd dans le temps. Mais vous, les cadres du PDCI, vous êtes perdus aussi. Vous n'avez plus de repères aussi. Vous êtes perdus dans le temps et dans l'espace aussi. Vous êtes où, vous les cadres du PDCI, pour laisser Bédié dire ça? La Côte d'Ivoire a encore mal. Les Ivoiriens sont blessés. Quand on dit père de la nation, qu'on a un âge avancé, on doit être le père de tous les Ivoiriens. C'est Bédié qui tient un discours, qui danse et qui dit je suis fier de mon fils Soro. Ah bon? Je suis fier de mon fils Soro et je suis fier de sa rébellion. Allez-y dire à Bédié que la rébellion de Soro a enfermé des koyaka dans des frigos jusqu'à devenir des cadavres à Korogo. Dites ça à Bédié. S'il est fier de ça à 86 ans, allez-y dire à Bédié que la rébellion de Soro a fait des massacres à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Des enfants sont sans jambes. Des femmes ont été démembrées. Des femmes ont été violées. Dites ça à Bédié. S'il est fier de cette violence, Soro est cité. Soro doit être traduit à la CPI. Soro doit rejoindre Gbagbo et Blé Goudé à la CPI. C'est ça la justice. Et Bédié devait militer pour ça. Il devait militer pour que justice soit rendue à toutes les victimes de Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de favoritisme dans la justice. Il n'y a pas de préférence des morts. Un mort est un mort. Qu'il soit du nord, qu'il soit de l'ouest, qu'il soit de l'est, qu'il soit du centre. Ou bien parce que ceux qui sont morts à l'ouest ne sont pas des baoulés. Alors Bédié s'en fout d'eux. Bédié a insulté le peuple, ouais, en félicitant Soro Guillaume. Bédié a méprisé les ouais de Côte d'Ivoire. Bédié a méprisé les filles et fils de l'ouest de la Côte d'Ivoire. En tenant des discours comme ça d'Aoutro. Parce que les blessures sont encore là. Les gens peinent à se réconcilier. Les communautés peinent à se réconcilier. Parce que les plaies sont récentes. À 86 ans. Si tu te trompes à 86 ans, c'est que depuis le début, tu t'es trompé. Et tu t'es toujours trompé. Ouzoueba. C'est une vraie déception. Nous sommes déçus. Nous sommes déçus et blessés profondément. Quand on est sage, on reste sur sa chaise de sagesse. Tu
Tu te mélanges maintenant à ça. Vous êtes où au PDCI? Arrêtez-moi l'hémorragie. Arrêtez-nous l'hémorragie. Des cadres que vous êtes. Il n'y a plus d'intellectuels au PDCI. Bédi est en train de tuer le PDCI. Il est en train de tuer le PDCI. Et le PDCI va mourir. J'entends vos voix. Ça me... J'entends vos voix et ça me gêne beaucoup. Donc, c'est Soro Diom qui a une fierté. Tous ces jeunes cadres du PDCI qui ont sacrifié leur carrière politique, professionnelle, aux côtés d'Henri Konan Bédié, aimé. Qui ont aimé Henri Konan Bédié. Ils ne sont pas une fierté pour Bédié. C'est Guillaume Soro qui a une fierté. C'est la rébellion de Guillaume Soro qui a une fierté. Que Henri Konan Bédié aimé, glorifie et félicite en 2018. On me dit, Gouzen Naounou, pourquoi tu parles de Bédié? Bédié devrait être notre père à tous. Et non, le père des Baboulés. Il a été ancien président de la République. Moi, Gouzen Naounou, j'ai défendu le pouvoir de Bédié. Quand il y a eu le coup d'État contre lui, j'ai dénoncé. J'ai dénoncé. J'ai dit non. On ne doit pas féliciter un coup d'État. Si tu félicites un coup d'État, demain ça peut t'arriver aussi à toi. Et c'est ce qui est arrivé à Gbagbo. Et j'ai dénoncé. C'était Bédié, mais j'ai dénoncé. Je dis, je suis pour coup d'État. Chacun a ses valeurs. Moi, j'ai des valeurs républicaines. Je ne suis pas dans la rébellion. Ça ne m'intéresse pas d'être une rebelle. Je ne sais même pas tirer. Je tire ailleurs. Donc voilà, ça ne m'intéresse pas. J'ai mes idées. Et je vais m'engager pour des causes. Je ne vais pas m'engager dans des guerres. Donc je ne suis pas une rebelle. Donc j'ai soutenu et j'ai dénoncé. Là, j'ai dénoncé le coup d'État contre Henri Konan Bédié. Même s'il y a des choses. Bédié a mal géré, a mal pris le pouvoir après le football. Mais j'ai dénoncé le coup d'État contre lui. Quand d'autres acclamaient, qu'ils trouvaient salutaire, moi j'ai dénoncé. Mais Bédié n'est plus président. Guy Robert est venu. Il a été assassiné lâchement avec toute sa famille. On a tué Guy Robert. On a tué sa femme. On a tué tous ses enfants. Même les enfants qu'il a adoptés. Ses petits-enfants. On a tué ses enfants. On a éliminé une famille entière. Dans ce pays-là, il n'y a jamais eu d'enquête. On a vu qui? Qui est venu soutenir les Yacouba un jour? On vous a vu. Qui a crié Guy ou rien? On vous a vu. Cet homme a été, un général de l'armée a été éliminé, jeté à la boue. Il y a trop d'injustice. Il faut que ça s'arrête. Il y a trop d'injustice. La justice doit être dite pour soulager les cœurs. C'est quand les cœurs sont soulagés qu'on va à un processus. La paix est un processus. Il y a des étapes dans un processus. Nous ne respectons pas les étapes du processus de paix et nous voulons arriver à la paix. Comment on arrive à la paix sans une justice juste et une justice sociale? La réconciliation, ce sont des étapes. On ne respecte pas les étapes de la réconciliation. Et on veut arriver à la réconciliation en faisant des tournées, des caravanes. Comment on arrive à la réconciliation vraie et juste pour une paix durable si on ne respecte pas les étapes de la réconciliation? Comment parler aux Yacouba pour qu'ils soient soulagés? Parce qu'on a éliminé leurs fils, on a éliminé ses enfants, on a détruit tous les petits-enfants. Même les bonnes ont été massacrés chez Guy Robert.
Les Yacouba ont ça dans leur cœur. Donc la réconciliation là, on ne peut pas se lever pour dire, moi je suis Soro Dieu, je vais pardon, je demande pardon, la réconciliation. Souvent, mais les ouais, la main là, c'est bon, on peut arrêter. Je vais répondre à certains d'entre vous qui m'ont écrit et qui m'ont dit, oui, je ne vais même pas cacher votre nom. Il y a un microcosme, un groupuscule de militants soroïstes qui sont au Maroc. C'est à vous que je parle là, si vous m'entendez. Ils m'écrivent, Madame Naounou, dans ce pays-là, il y a eu un peuple qui a été massacré, la Côte d'Ivoire a continué. Les Guébiers ont été massacrés, la Côte d'Ivoire a continué. Les ouais, là, ça suffit. Je vais vous dire une chose. Et ce sont eux qui m'ont écrit, ce sont les soroïstes. Les Guébiers, là. Houphouët-Boigny était président de la République. Quand les villages Guébiers ont disparu de la carte de la Côte d'Ivoire, c'est un drame. Ça peut être qualifié comme génocide. Mais Houphouët-Boigny, là, il a pris Yassé Philippe. Il est parti à Gagnoua. Il a fait asseoir les notables Bété. Ils ont demandé pardon national au Bété. Ils ont demandé pardon national au Bété. À Gagnoua. Ils ont versé l'eau. Ils ont fait des rituels. Ils ont indemnisé les Bétés. Il faut Boigny s'engager. Dans chaque gouvernement, des fils Bété, au moins 5 seront des ministres dans le gouvernement. Il y aura des élus Bété. Des Bété seront nommés. C'est comme ça qu'on apaise le cœur d'une communauté. Ça s'appelle un processus de réconciliation. Vous qui m'avez écrit, j'ai une question à vous poser. Donnez-moi la date où ce processus est arrivé un jour à Diokwe, à Diglo, à Bololeke, à Ma, à Taï, à Kubli, à Fakobli. Donnez-moi dans le Guémon et le Cavalier, y a-t-il eu un jour ce processus dans ces deux localités où la crise a fait tant de morts? Il n'y a pas que les Ouais qui ont été massacrés dans le Guémon et le Cavalier. Il y a eu des Malinqués qui ont été massacrés. La guerre a fait des victimes dans toutes les communautés. Il y a eu des Burkinabés qui ont été massacrés. Les douleurs sont là. Les communautés doivent apprendre à vivre ensemble. Mais si on ne pose pas la base d'un processus de réconciliation vrai, si les acteurs eux-mêmes ne sont pas condamnés, ne serait-ce que symboliquement, comment on peut arriver à la paix durable dans notre pays? Chaque citoyen doit se poser cette question. Chaque citoyen doit réfléchir, trouver une idée de paix. La paix est une idée. La paix, c'est des idées. Quelles sont vos idées de paix? On doit mettre ces idées-là ensemble. Pour construire la paix, ce sont des idées. Et c'est de ça qu'il s'agit. On a mis l'argent dans toutes sortes de choses. Ça aboutit à quoi? Rien. Parce que les victimes ne sont pas au cœur du processus de réconciliation. Les citoyens ne sont pas au cœur du processus de réconciliation. Les femmes ne sont pas au cœur du processus de réconciliation. Quand on parle de réconciliation, on prend les mêmes acteurs pour dire, oui, voilà l'argent. Voilà un budget, faites la réconciliation. Mais vous donnez un budget à Soro Diom pour faire quelle réconciliation avec qui? Non. Il doit être traduit devant la justice pour être condamné. Vous allez voir que ça va soulager. On ne peut pas réconcilier sans soulagement. Ce n'est pas une vengeance. C'est quand on n'arrive pas à un vrai processus de réconciliation qu'on est en train de nourrir des vengeances. Et quand les vengeances explosent, c'est pire que la guerre que nous avons vécue. Je n'arrête pas de tirer la sonnette d'alarme. Et le samedi, je m'adresserai au président de la République, le président Alassane Ouattara. Le samedi, je m'adresserai au président de la République. Celui qui incarne l'État, l'autorité de l'État, qui est la protection, qui a pour mission de protéger tous les citoyens et tous les biens. De soulager les citoyens. D'avoir son regard fraternel, paternel, sur tous les citoyens. On dit le père de la nation, c'est le chef de l'État. Je m'adresserai à lui le samedi. En bas ici, là. On est fatigué.
On veut une vraie paix. On veut une vraie réconciliation. Il y en a marre que les mêmes sont toujours là. Et c'est toujours les hommes. C'est toujours les hommes. On dit processus de réconciliation. On prend un homme d'un autre parti politique, du RDR, du PDCI, du FPI, et puis on dit, venez, allez-y, on va construire la réconciliation. Mais pourquoi? Ce sont les acteurs politiques qui ont créé la crise. C'est eux qui sont à la base de toutes cette fractures. Consultez le peuple. Consultez la majorité. Nous avons des idées de paix. Nous avons des idées de paix. Il est temps de mettre au cœur du processus de réconciliation des citoyens, des femmes, pour porter ces projets-là. Mes amis, je ne vais pas être plus longue que ça. J'ai été suffisamment longue. J'ai vu, avec beaucoup, je ne dis pas une déception, je n'attends pas grand-chose dans les Konabédié. Mais j'attendais beaucoup des cadres du PDC. Je dis, il y a des hommes intelligents, peut-être il y a des hommes capables au PDC. Et j'espère encore qu'il y a des hommes intelligents et capables au PDC pour arrêter l'hémorragie, pour arrêter cette humiliation. Parce que c'est une humiliation. Henri Konan Bédié, qui danse comme un enfant qui apprend à marcher auprès de Sorodio, à Daoukou. Et les gens divulguent ces genres d'images. Henri Konan Bédié assis, ancien chef de l'État. PDCI RDA, le parti de Félix Houphouët-Boigny. PDCI RDA, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, qui devient parti des rebelles de Côte d'Ivoire. Sorodio, tu es chez toi, mon fils, je suis fier de ta rébellion. Monsieur le président, ex-président Henri Konan Bédié, Houphouët-Boigny ne peut pas être fier d'une rébellion. Houphouët-Boigny ne peut pas être fier de Guillaume Soro. Houphouët-Boigny, le père de la nation, l'homme de paix, il ne peut pas être fier de Guillaume Soro. Si vous êtes fier de Guillaume Soro, c'est une insulte pour la mémoire de Félix Houphouët-Boigny. C'est un mépris pour ce grand homme qui a tant donné à la Côte d'Ivoire et qui vous a tant donné. Houphouët-Boigny ne peut pas être fier de Guillaume Soro. Houphouët-Boigny ne peut pas être fier de celui qui a versé le sang de son frère. Monsieur le président Henri Konan Bédié, ex-président, aimé Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA. Je ne dirais pas une déception. Je pense que vous êtes égarés. Vous vous êtes égarés. Il y a des cadres au PDC. Il y a des compétences au PDC. Il y a des intellectuels au PDC. Faites-leur de la place. Faites la place à ces jeunes cadres du PDC. Ils ont à donner. Ils peuvent apporter aussi à leur pays. Je vous entends dire, vous êtes fiers d'Henri Konan Bédié. Vous êtes fiers de Guillaume Soro et sa rébellion. Vous êtes plus fiers de Guillaume Soro que Kamblan Denkan. Vous êtes fiers d'un chef rebelle que Kamblan Denkan. Kamblan Denkan a été votre premier ministre jusqu'à la chute de votre pouvoir. Moi, j'ai encore de la mémoire. Je n'ai pas oublié. Denkan était votre premier ministre jusqu'à la chute de vos pouvoirs en 1999. Vous êtes fiers de Soro Guillaume plus que Kamblan Denkan. Vous, les cadres du PDCI, arrêtez l'hémorragie. Arrêtez l'hémorragie. Parce que nous avons honte. Arrêtez l'hémorragie. Vous êtes fiers de Guillaume Soro et sa rébellion plus que Émile Constant Bombay. Émile Constant Bombay. Fidèle de fidèle jusqu'au sacrifice. Il a été votre ministre de l'Intérieur jusqu'à la chute de votre pouvoir en 1999. Vous êtes fiers de Soro Guillaume et sa rébellion plus que Émile Constant Bombay qui est resté fidèle. Vous, les jeunes cadres du PDC, arrêtez l'hémorragie. Parce que ça va vous coûter. Arrêtez l'hémorragie.
Vous êtes plus fiers de Guillaume Soro que Bion, que Jean-Louis Bion. Votre épouse a dit Jean-Louis Bion n'a pas de carrure. Soro Guillaume a plus de carrure que Jean-Louis Bion. Donc vous êtes fiers de Soro Guillaume que Jean-Louis Bion. Arrêtez l'hémorragie, vous les cadres du PDC. Arrêtez ça. Arrêtez ça. On respecte Nzoueba, arrêtez ça. Arrêtez ça. Nous avons très mal. Mais on dit, vous êtes notre grand-père. On considère qu'un grand-père souvent s'égare. Vous êtes égarés. Nous allons vous pardonner. Nous allons essayer de vous pardonner dans votre égarement. Mais ne recommencez plus. Arrêtez ça. Mes amis, je m'adresserai au chef de l'État, au président de la République, au nom de la majorité silencieuse. Nous voulons être écoutés. Nous voulons être entendus. Nous avons des choses à dire. Nous avons des idées à apporter. À vous tous, je vous souhaite une excellente soirée. Merci de m'avoir suivi. J'ai été longue. J'ai été très longue. J'ai été longue. J'ai été très longue. Je voulais vous remercier. Je voulais vous remercier. Merci à vous tous. Merci pour ceux qui m'ont suivi. Merci. Merci à vous tous. Il y a quelqu'un qui me dit, je pense